Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. S'il est établi, selon Abraham Lincoln, que la démocratie n'est rien d'autre que le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, il n'en demeure pas moins que cette définition semble s'être effritée au fil du temps dans la plupart des États africains pour devenir de nos jours la stratégie de l'élargissement de l'assiette des faibles. En d'autres termes, c'est plutôt ce qu'un savant a appelé la stratégie, bien entendu, de l'étouffement des plus faibles qui repose sur le paradigme du mapartisme. Dès lors, on peut aisément comprendre les raisons qui expliquent les luttes intestines qui divisent le giron politique camerounais, contrôlé par, bien entendu, un ensemble de prévaricateurs qui ne pensent qu'à eux. C'est d'ailleurs le cas de l'Union des populations du Cameroun, UPC, parti nationaliste de première heure, qui a oublié, ou alors, si vous voulez, qui a perdu ses repères à travers, bien entendu, l'abandon ou la perte de son héritage patrimonial pour devenir aujourd'hui un ensemble de factions politiques commandées majoritairement par le parti au pouvoir et dont la légitimité des organes dirigeants également sont devenues des instances directoires, si vous voulez, des instances qui sont contrôlées majoritairement par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pourrait-on dire, est-ce que nous sommes finalement dans ce qu'on appelle, ou alors dans ce que Jean-François Bayard a appelé la politique du ventre? Nous le saurons tout à l'heure. Ou alors, qu'est-ce qui explique aussi cette espèce de déflagration, ou si vous voulez, une espèce de perte de vitesse de l'Union des populations du Cameroun? Est-ce l'expression de ses propres turpitudes ou s'agit-il simplement des frasques d'une succession mal assumée par ses descendants? Voilà quelques questionnements qui vont meubler l'émission de ce jour et dont tentera de répondre notre invité principal. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Info Télévision, la chaîne de proximité pour le vivre ensemble, bien le bonsoir. C'est toujours un honneur renouvelé de vous savoir nombreux à l'écoute de votre programme Politoscope, votre vitrine d'information et de communication politique, devenu dorénavant votre baromètre d'analyse et, si vous voulez, aussi de décryptage de la densité politique et axiologique des acteurs, afin que nul ne soit plus jamais trompé comme avant par certains vendeurs d'illusions qui vous miroitent des projets factices dont la réalisation relève du mythe. Mesdames et messieurs, il convient peut-être de faire un rappel. Cette émission, qui est en vérité une émission qui se veut assez sérieuse, n'est pas forcément un espace, si vous voulez, une vitrine que dirais-je, d'échange, ou alors je voudrais dire de rancune. Non, loin s'en faut. Il s'agit simplement d'une émission qui permet, bien entendu, aux acteurs politiques de venir faire connaître leur vision, de venir faire connaître, bien entendu, les actions qu'ils mènent, autant pour moi, dans le cadre, bien sûr, de l'évolution et de l'avancement de la société. Raison pour laquelle il ne faut jamais la confondre à d'autres émissions qui passeraient dans d'autres chaînes. Non, s'en faut, nous n'en sommes pas là pour pasticher une quelconque émission. Et en ce moment, d'ailleurs, il faut bien signifier les choses avant le début du jeu, que tout, ou alors, si vous voulez, à la deuxième rubrique de notre émission, évidemment, l'Agora, tout le monde pose les questions à notre invité principal. Et en ce moment, moi, le présentateur, votre modeste modérateur, ne joue pas que le rôle de modérateur, mais il intervient également en tant que contradicteur. Et c'est cela, d'ailleurs, qui constitue la particularité de cette émission. Donc, raison pour laquelle il fallait, bien entendu, éclaircir les choses au début de cette émission. Après que cela soit clair, politoscopement vôtre, mesdames et messieurs, nous allons donc rentrer du côté de la régie pour prendre une petite respiration, le temps de revenir présenter les invités.
Mesdames et messieurs, vous êtes bien à l'écoute de votre programme Politoscope Acte 6, votre vitrine d'information et de communication politique. Ce jour, donc, nous avons des invités toujours au-dessus de la mêlée qui ont été choisis et triés au frontispice de la connaissance. Alors, je vais de la gauche vers la droite. Lui, bien sûr, c'est le docteur Aristide Bitouga. Il est membre du directoire du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonsoir, monsieur docteur Aristide, et bienvenue. Bonsoir Pierre-Carole, c'est toujours un énorme plaisir de répondre positivement à vos invitations sur votre plateau. Et c'est l'occasion pour moi ici de saluer vos auditeurs, de saluer également nos nombreux camarades qui sont scotchés. Nos téléspectateurs, vous voulez dire? Voilà. Et je parle de mes camarades du Parti camerounais pour la réconciliation nationale qui sont scotchés largement pour assister à cette émission. D'ailleurs, il faut dire que notre prochain invité ici sur le plateau sera certainement M. Cabral Libé, bien entendu, qui a été investi comme président de ce parti camerounais pour la réconciliation nationale. Il faut dire également avec vous, docteur Bitouga, que vous n'êtes pas là pour la première fois. Donc, nous vous remercions déjà pour votre fidélité. Alors, un petit biscuit comme ça, introductif. Quelle analyse faites-vous de la mutinerie qui est survenue avant-hier dans la prison centrale de Yaoundé? Non, je pense que c'était prévisible. C'est-à-dire que quand vous regardez les capacités initiales de cette prison et le nombre qu'on a aujourd'hui, des chiffres tirés ça et là parlent de 10 à 15 000 pensionnaires dans cet établissement pénitentiaire. Et là, vous avez également des profils qui sont assez disparates, à la fois ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des manifestations relatives à la crise dans les parties nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Vous avez également des personnes qui sont là pour d'autres causes. Vous avez également les militants d'un certain parti politique qui également s'y retrouvent dans le cadre des manifestations dites blanches organisées le 26 janvier à travers le territoire national, sans compter tous ces prisonniers de luxe. Je pense que le cocktail au sein de cet établissement pénitentiaire, j'ai envie de dire, est un cocktail Molotov qui à tout moment peut pouvoir dégénérer et dont la situation vécue avant-hier est assez significative de ce qu'il y a un malaise qui se vit dans cet établissement pénitentiaire et que certainement le ministère en charge des prisons, que le ministère de la Justice, va pouvoir décrypter le message né de cette mutinerie et pouvoir améliorer non seulement les conditions de vie au sein de ces établissements, mais également accélérer les procédures parce que d'après certaines informations recoupées ça et là, il apparaît qu'il y a des gens qui s'y retrouvent 5 ans, 10 ans sans qu'ils aient été jugés. Et donc, ça pose des problèmes énormes lorsqu'on sait la place importante aujourd'hui que le respect des droits humains occupe au niveau international et même au niveau sous-régional. Alors, merci beaucoup pour cette première prise de parole. D'ailleurs, nous allons y revenir de long à large avec, bien sûr, notre invité principal. À côté de vous, lui, c'est M. Pon Aremis. C'est un homme politique aussi, comme son précédent. Il est le secrétaire général de l'ADD, le parti, bien sûr, qui a pour président M. Garga Aman Adi. Bonsoir et merci d'être venu à ce programme. Bonsoir Pierre-Carole, merci pour l'invitation. Merci de m'associer à cette réflexion ce soir avec les panélistes que vous avez choisis qui sont de haut vol. Il me semble que l'actualité méritait évidemment que nous soyons là. Je serais heureux que, sorti de cette émission, nous tous soyons tant soit peu plus instruits que nous nous sommes rentrés sur les sujets que nous allons aborder. Merci une fois de plus. Alors, merci également. Nous restons sur la même question. Alors, quand on regarde un peu la gouvernance carcérale qui fait cours au Cameroun, on a envie quand même de se questionner, surtout quand on sait que c'est un établissement pénitentiaire qui était parti sur 800 places au départ et aujourd'hui, on en est à plus de 10 000 détenus. Alors, comment est-ce qu'on devrait comprendre justement cette surpopulation carcérale? Je vais émettre une petite idée c'est une autre façon de montrer le désarroi et la désolation. Il n'y a pas de Coupe du Monde de prison. Peut-être que cela, ou de Coupe d'Afrique, peut-être que cela nous aurait amené à construire, après 37 ans, de nouvelles prisons au Cameroun. Malheureusement, nous vivons encore avec des prisons qui ont été construites à l'époque coloniale. Sur tout l'ensemble du territoire, il n'y a pas eu de nouvelles prisons sous la gouvernance actuelle.
Et les prisons qui étaient à cette période-là construites pour accueillir un nombre de personnes bien déterminées se retrouvent aujourd'hui à supporter des chiffres effarants. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il s'agit simplement d'une gouvernance des prisons ou bien il s'agit d'une gouvernance tout court? Il me semble quand même que ramener la réponse à la question sur la gouvernance simplement des prisons serait nier la gangrène qui mine ce pays depuis un certain temps, qui est un problème de gouvernance globale. Il se trouve que, pour répondre directement à votre question en ce qui concerne la gouvernance carcérale, vous comprenez qu'il y a une mauvaise volonté de respecter, c'est pas, on va dire comme ça, les droits de l'homme, c'est-à-dire qu'on a beau être des hommes un tout petit peu à marge de la société à un moment donné, on a tout de même quand même le droit d'être mis dans des conditions qui sont un tant soit peu acceptables. Il n'y a pas eu de poursuite de politique dans ce sens-là. À l'époque du président Amadou Ahidjo, il me semble qu'il y avait des politiques réelles de réinsertion véritable, avec des prisons qui étaient en même temps politiques, en même temps des prisons de remise à flot et à niveau des gens. Mais aujourd'hui, nous avons tout simplement le tout répressif qui voudrait qu'on démontre aux uns aux autres qui sont des sous-hommes. C'est à cela que renvoient nos prisons désormais, malheureusement. Et ceci sont des bombes à retardement qui, avec ce qui s'est passé hier, participent en même temps également de la mauvaise façon de répondre aux problèmes qui sont posés. Donc, de manière globale, c'est regrettable de voir des gens qui sont incarcérés des années durant sans procès, et quand ils s'en plaignent, on parle d'histoires dont on ne comprend pas de toutes les façons. Jusqu'ici, je n'ai pas entendu le gouvernement réagir de manière sincère sur cette question. Par conséquent, c'est le silence habituel. Malheureusement, c'est la formule du silence, il me semble. Non, le gouvernement a quand même réagi. Il y a quand même une note du ministre de la Communication qui est sortie, qui est quand même publiée depuis hier sur la question. Dans tous les cas, merci d'être là, merci d'être venu. Et juste à côté de moi, lui, c'est notre consultant habituel. C'est le docteur René Yatcho. Il est universitaire, expert des questions économiques et de gouvernance. Bonsoir, docteur, et bienvenue. Bonsoir, Pierre Carole. C'est toujours un plaisir renouvelé de se retrouver sur ce plateau, surtout quand on a des invités de qualité qui représentent des partis qui ont fait l'histoire du Cameroun comme l'UPC. Alors, vous avez déjà trahi un secret, bien entendu, c'est pas grave. Alors, avec vous, une question quand même qui rentre un peu dans la gouvernance et dans l'économie. 30 milliards d'euros couvrés, 10 000 salariés fictifs et la découverte d'un jackpot, si vous permettez l'expression, en la personne de M. Lebou, qui avait pratiquement un salaire mensuel de près de 1 milliard 200 millions de francs CFA par mois. C'est quand même gigantesque. Est-ce que finalement, on devrait reposer la question quand même de la gouvernance de ce pays ou simplement féliciter plutôt le ministre de l'économie pour ce comptage physique qu'il a engagé au sein du personnel de l'État? Les deux, on peut poser la question pour les deux. Il faut quand même que l'on soit, que nous, sur cette table, nous serons d'accord que ce genre de problèmes, des détournements des deniers publics arrivent dans tous les pays. Mais le problème, c'est qu'au Cameroun, cela semble récurrent. Ici, il y a un problème de gouvernance. Le comptage physique peut être ponctuel. Mais quand c'est ponctuel et qu'il n'y a pas de mécanisme pour qu'il y ait un phénomène de contrôle, un contrôle permanent, cela va entraîner des problèmes. Surtout que la protection des deniers publics procède d'un ensemble de mesures de la gouvernance. Lorsque vous ne faites pas ça et qu'au même moment, il y a une fragmentation des différents services, il y a des chevauchements, il y a au même moment des conflits de compétences. Cela favorise la dispersion et la distorsion des fonds. Si vous y ajoutez le fait que des agents n'ont pas parfois de profil de carrière, que les salaires sont jugés bas et qu'il n'y a pas ce qu'on appelle en économie le salaire d'industrie, c'est-à-dire le salaire qui vous donne envie de travailler sans chercher à détourner, vous allez encore avoir ces genres de détournement de fonds. À cela, il faudrait encore ajouter un autre phénomène qui est très important et qui est très courant dans les pays sous-développés. Le fait que les gestionnaires transforment l'espace public en sphère privée. Et ils le font d'autant plus facilement et allègrement qu'ils sont soutenus par tout un courant des réseaux. Réseaux claniques, réseaux tribaux, réseaux ethniques, réseaux religieux, réseaux philosophiques, des réseaux de tout genre qui contournent ainsi
toutes les mesures de contrôle que l'on aurait pu mettre en place. Et cela fait que les mesures de contrôle qui vont exister, parce que pour qu'il y ait une bonne gouvernance, il faut 3 éléments essentiels. Le premier élément, il faudrait qu'il y ait obligation du contrôle de ceux qui ont la charge des deniers publics par des organismes à qui est dévolu le rôle de pouvoir contrôler comment ces dépenses sont effectuées. Deuxièmement, il faudrait également, dans la même ligne, que les agents aient également l'obligation de la performance et l'obligation dans des résultats. Il faudrait également, dans le deuxième élément, il faudrait qu'il y ait un accès à l'information pour les agents de la société civile. Cet accès à l'information, en principe, existe. Le chef de l'État même a pris, le gouvernement a pris des actes, des mesures à ce titre. Mais seulement, cela se fait de manière laxiste avec beaucoup de flexibilité. Je voudrais justement vous relancer. Alors, ce monsieur Lebou, c'est quand même un monsieur qui a travaillé au niveau de la gestion du fichier solde de l'État. Ça veut dire qu'il était quand même opérateur des salaires de tous les Camerounais, y compris, bien entendu, celui du chef de l'État. Mais comment se trouve-t-il qu'il est passé 10 ans, pendant 10 ans, qu'on n'ait pas découvert quand même la supercherie? Évidemment, c'est là vous me permettez de rebondir sur le dernier point. Il ne faudrait jamais que l'État soit confisqué par des intérêts particuliers. Lesquels intérêts particuliers peuvent être logés dans les groupes religieux, dans les groupes... Finalement, vous voulez dire que c'est plutôt l'arbre qui cache la forêt, ce monsieur? Oui, mais bien sûr, parce que comment pouvez-vous comprendre, lorsqu'il y a un réel problème de gouvernement, où à chaque étape il y a un contrôle, qu'un monsieur détourne tant d'argent et que cela ne soit pas porté au public? Cela veut dire tout simplement qu'il y a des mandarins qui ont fait de l'État une chose publique et c'est devenu une rente. Et généralement, ils se sentent protégés par ces réseaux. C'est là le problème. Ce n'est que l'arbre qui cache une forêt. Et une forêt d'autant plus dense que l'on ne sait pas quelles sont les différentes ramifications. Alors, c'est compris. Merci également pour cet éclairage d'un technicien comme vous. Nous allons donc, mesdames et messieurs, rentrer du côté de la régie, bien entendu, pour annoncer quand même notre invité principal. Voici des guests. C'est un monsieur connu, bien entendu, dans le monde médiatique, même si très souvent le taxe est très angélique. C'est un monsieur tout de même qui s'est toujours démarqué par les actions qu'il a menées tant au niveau de sa carrière professionnelle qu'au niveau, bien entendu, de son parti politique. Lui, bien entendu, c'est le docteur Pierre Balaguel Nkote. Il est le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Bonsoir, monsieur le secrétaire, et bienvenue à ce programme. Bonsoir, Carlos. Merci. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que je vous reçoive sur une tribune. Ah oui, ce n'est pas la première fois. Et je suis toujours content quand je suis avec vous parce que je me dis que à la fin de cette émission, on va sortir avec des solutions, avec la vérité, avec ce qui construit le Cameroun. C'est de ça. C'est d'ailleurs de cela qu'il s'agit et c'est pour ça que nous sommes là. Cette émission est un baromètre, bien sûr, d'analyse, de décryptage et d'appréciation de la densité politique afin que jaillisse la vérité qui construira notre nation. Vous l'avez bien sûr dit. Alors, avez-vous un petit biscuit comme ça? Nous avons vécu il y a quelques jours quand même le grand meeting. Oui, c'était le meeting du parti au pouvoir, le RDPC, tenu le week-end dernier à Bafoussam. Alors, ce meeting sont-ils comme une démonstration de force, à votre avis, ou simplement comme étant une tribune de réaffirmation de l'union sacrée des populations autour des idéaux républicains? Alors, ce que vous avez oublié de dire, c'est que 2 semaines avant, j'étais à Bafoussam. Également, bien sûr. Même lieu, pour un meeting de l'Union des populations du Cameroun. Et j'y étais justement pour 3 choses. Avec un thème principal, l'unité du pays, la souveraineté nationale et effectivement l'intégrité de notre territoire. Donc j'étais sur les 3 axes. Bon, que 2 semaines après, le RDPC est venu à Bafoussam. C'est la raison pour laquelle la première question était celle de savoir si finalement ce n'est pas une démonstration de force de l'establishment politique de l'Ouest. Ah, par rapport à votre passage, ou alors, voilà, exactement. Oh, ben, la force est dans le langage que vous dites aux citoyens, ce n'est pas dans le nombre de gens qui assistent au meeting. C'est ça la réalité, parce que vous ne pouvez pas prendre toute la population d'une région pour l'amener dans un meeting. Mais ce qui est la force des meetings, c'est le message que vous passez.
Ce qui est bien dans un métier, c'est le message que vous passez. C'est cela la force du métier. C'est le propos de monsieur le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, monsieur Balaguel Cotte. Mesdames et messieurs, nous allons donc rentrer du côté de la régie pour dérouler le portrait ou alors le tapis rouge, bien sûr, de notre invité principal. C'est avec son portrait, Ek Eknoum, Etier Homo, ici et maintenant, voici l'homme. C'est dans l'arrondissement de Macaque, département d'Union Européenne. Nous sommes dans la province du Centre. Je suis né le 16 avril 1956 d'une mère dominique, comme on le dit, et d'un père doxé. Donc, mon grand-père maternel était un Bombok, chef de Bombok, et était un chef de groupement et il devient chef de village. C'est-à-dire qu'il était chef de beaucoup de villages et après il a ascendé, il a dirigé la chefferie et il est devenu chef de village en même temps un bon, c'est-à-dire le patriarche. De l'autre côté, mon grand-père paternel est un soldat allemand, donc il fait le temps en Gaoundéry, en village de Gaoundéry. Il revient avec deux filles, une âgée de 10 ans et l'autre de 12 ans. Et c'est celle qui est âgée de 10 ans qui est ma grand-mère. Donc, ma grand-mère est de la Jamaoua. Donc, j'ai fait mes premiers pas à l'école primaire chez ma mère. Je peux déjà continuer. Donc, la première fois, on met donc une école publique, comme on l'appelait, mais c'était l'école populaire à Baboukoue. Et j'ai fait mes premiers pas là-bas, j'ai obtenu mon certificat. Et mon BPC, je l'ai obtenu en Goumou, au 16. Contrairement à beaucoup de gens dans mon arrondissement, dans mon département et dans même la province du Centre qui allaient plutôt au collège Sacré-Cœur de Macaque, qui est chez moi, et le collège évangélique. Moi, j'ai fait mon brevet à Ngoumou. Et puis, j'obtiens mon baccalauréat et mon probatoire C et mon bac. J'ai une enfance très turbulente. J'étais 9, je sais le faire, mais j'étais le plus turbulent. J'étais bien que mon père m'a maté pour ça. Et j'ai appris, par contre, ma mère est très calme. Et donc, plus je grandissais, plus je tenais le caractère de ma mère, mais le calme, ça ne peut pas dire autrement. Donc, dans mon enfance, ce qui m'a beaucoup freiné, c'est que tout le temps, j'étais en train d'accompagner mon grand-père dans les réunions de Bambok, pendant que les gens étaient à l'école. Mais curieusement, quand je revenais à l'école, j'avais les premières notes, beaucoup plus dans les calculs mathématiques et tout. Jusqu'en classe de 3e, quand il avait une réunion, je passais. Je pars là, je reste 4 jours, je porte les sacs de Bambok et tout ça. Mais quand je reviens à l'école, ça marchait très bien. Mais malheureusement, ce pays, j'ai des camarades de classe, ils attendent comme je parle. Je me débrouillais très bien, jusqu'au lycée de Mbalba. J'ai des prix d'honneur, des prix d'excellence, les gens connaissent mieux chez nous. Quand on ne tient pas compte de passer l'étape, on fait le mélange et tout. J'ai fait un tour à l'université, j'ai fait maths physique, puis je suis allé à l'école nationale supérieure agronomique, l'ENSA à l'époque, qui était en cours de soins, où j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur agronome. En fait, au départ, je ne suis pas préparé pour ça, parce que
J'allais plutôt faire l'Institut des statistiques. Mais bon, ayant eu ces 2 concours, ma grande sœur m'a demandé d'aller plutôt en pôle Bisson. Je sors donc de là, je commence directement à travailler au ministère. Mais après un certain moment, je me trouve dans la protection des végétaux. Parce qu'on fait un mémoire enfin de la scolarité. Hein. Donc quand vous êtes en train de finir, vous sortez avec un mémoire d'ingénieur. J'ai fait carrément un master, ce qu'on appelle lutte intégrée ici. C'est master Pest and Disease Management. Donc je fais ça. Après 2 ans, je ressors, je reviens ici, je recommence à travailler. Là, déjà, quand je partais, j'étais déjà chef service adjoint au ministère de l'Agriculture. Mais vous connaissez les difficultés qu'il y a dans les inscriptions de thèse ici. Je m'inscris à Tchang. Mais ça met 3 ans pour que ça sorte, que les noms sortent. Je m'inscris au Nigeria. Il m'accepte. Mais pendant ce temps, je m'inscris dans des études par correspondance. Donc, le temps que les 3 ans, je suis à la fin de la thèse par correspondance. Maintenant, je recommence au Nigeria. C'est après ça qu'on m'appelle à Djam pour faire les. Donc, ça veut dire que pendant que je suis en 2e année ici, je recommence l'autre thèse. Bon, je me suis retrouvé pendant pratiquement 8 ans à écrire 3 thèses de doctorat successivement. Alors voilà, docteur Balegelkot, monsieur le secrétaire général de l'UPC. Voilà, il faut dire que vous avez une vie véritablement épanouie et riche. Du coup, il était difficile pour nous d'avoir tous les éléments, sinon pratiquement on passerait toute la nuit à parler de vous. Mais cependant, déjà, nous allons, avant d'entrer bien sûr dans la 2e séquence majeure de cette émission, vous me permettrez de vous poser comme cela une petite question. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que l'UPC d'aujourd'hui n'a rien d'un parti nationaliste et qu'il serait même devenu le RDPC bis? Alors, moi, je dois vous dire que ceux qui disent comme ça, ils doivent d'abord définir ce que c'est que le nationalisme. Oui, certainement. Il faut commencer par là, certainement. Oui. On commence par là. Qu'est-ce que c'est que le nationalisme? Dans la pratique, hein, ce n'est pas dans les définitions théoriques, dans la pratique. À un certain moment, les Camerounais se disent qu'ils sont les colonisés. Et que pendant le temps qu'a duré la colonisation, ils ont appris certaines choses, notamment à s'administrer, notamment les techniques et un peu de science. Ils se disent donc, bon, à ce niveau, on peut nous administrer nous-mêmes. Et donc, c'est là la guerre de l'indépendance. Le nationalisme, ça veut dire que nous pouvons faire des choses nous-mêmes. Alors, ça veut dire que si vous voyez actuellement, qu'est-ce qui se passe au pays? Vous allez avec les économistes, les juristes, les gens qui font les sciences sociales, ils s'en sortent très bien. Mais maintenant, quand vous allez au niveau des techniciens, des scientifiques, qu'est-ce qui se passe? Tout est fabriqué à l'extérieur et nous importons. Je crois que ce bic vient de l'extérieur. Pratiquement tout ce qui a ici. Comme votre costume, votre cravate, d'ailleurs. Ça vient de l'extérieur. C'est ça le vrai problème. Et dans un pays, les nationalistes disent non. Nous ne devons pas importer des choses, nous devons fabriquer. Et c'est ça la différence entre ceux qui veulent être accrochés à l'import-export. Mais quand vous dites ça, vous voulez faire comme la Corée pour sauter. Vous voulez faire comme la Chine pour sauter. Mais si à notre niveau aujourd'hui, on est en train d'importer même les cure-dents, les mouchoirs de table et tout ça là, vous voulez que l'argent, si nous ne sommes pas capables de fabriquer les remèdes nous-mêmes, pour le paludisme qui nous terrasse tout le temps, mais qu'est-ce que nous allons aller où? C'est ça le nationalisme. Mais on fabrique quand même la bière. Et c'est la même chimie. Quand vous partez en Angleterre, dès que vous êtes malade pour un antibiotique, vous n'allez pas à la pharmacie, on va là chez les chimistes. Ils vous fabriquent l'antibiotique là, avec les doses qu'on a données, ils viennent vous donner ça et vous donner ça. Mais quels sont ces pays où les gens vont dans les grandes écoles? Moi, j'étais à l'université de Londres, j'ai les camarades là-bas et tout ça là. Quand on a travaillé, c'est pour ça que quand je suis venu dans ma fondation, on m'a dit qu'on ne peut faire les pulvérisations pour tuer les moumoutes que par les avions. J'ai fait un dispositif terrestre et je m'en sors mieux que ceux qui font avec les avions. Mais si vous êtes en train d'importer chaque jour les médicaments,
Vous êtes en train d'importer chaque jour les habits. Vous êtes en train d'importer les véhicules. Vous êtes en train d'importer des pièces détachées. Comment est-ce que vous pouvez vivre? C'est ça le nationalisme. Non, nous n'en sommes pas encore. Permettez au moins que nous rentrions. Nous allons rentrer du côté de la régie. Qu'est-ce qui s'est passé? Le temps de chuter un peu. C'est donc qu'en Afrique, ces leaders qui vont vers le mouvement nationaliste, qui veulent que nous nous affranchissons techniquement, technologiquement et scientifiquement, on était là en train de les bousculer. Et ceux qui sont là pour servir les intérêts, c'est-à-dire l'import-export, pour que notre argent sorte et que nous soyons tout simplement dans une économie de consommation et non de production, ils ont été encouragés. Et puisque la Corée a sauté, la Chine a sauté, parce qu'ils fabriquent. Mais des moindres choses comme les téléphones aujourd'hui, on ne peut pas fabriquer. Donc, vous voyez, c'est ça le nationalisme. Vous ne pouvez pas dire que cette idée, les gens ont perdu ça dans le sens de l'UPC. On n'a pas perdu ça. Maintenant, les perturbations que nous avons... On en reviendra tout à l'heure. Allez-y. Mesdames et messieurs, nous allons donc rentrer bien sûr du côté de la régie pour prendre cette fois-ci bien sûr, pour introduire la deuxième séquence majeure de cette émission, l'Agora. Alors, il convient donc de rappeler bien sûr à nos chers téléspectateurs qui nous écoutent à la maison que l'Agora est simplement ce pugilat idéologique qui place bien sûr l'invité principal au cœur du débat contradictoire. Et cette fois-ci, s'il te plaît, à ne pas confondre avec une table ronde ou une conférence où bien sûr le présentateur joue le rôle de modérateur. En ce moment, dans la deuxième séquence que j'appelle l'Agora bien sûr, moi-même, le présentateur, je deviens également un contradictoire de notre invité principal. Comme je le disais à l'entame de cette émission, c'est cela qui constitue la particularité de cette émission, contrairement à ce que vous avez souvent vu dans d'autres chaînes. Alors, notre invité principal, le secrétaire général Balaguer Côte, vous allez donc recevoir un ensemble de questions et vous allez simplement vous contenter, autant pour moi, voilà, j'y suis, de répondre à ces questions et de manière brève et concise. Les développements sont permis lorsqu'ils sont essentiels. Alors, je vais donc, comme cela, vous poser la première question. Et cependant, également, il faut rappeler qu'il y aura des questions qui viendront du côté des téléspectateurs à travers des SMS aux numéros qui sont affichés au bas de leurs écrans à la maison. Alors, une petite question. Finalement, qui est l'usurpateur dans l'UPC en tant que secrétaire général? C'est vous ou bien c'est l'autre? Alors, cette question, c'est une question qui me choque à plusieurs titres. Vous êtes journaliste. Il y a le journalisme constructif. Bien sûr. Vous savez ce qui s'est passé avec Émile Zola. Bon, on a fait aussi des lettres à l'époque. Ce qui s'est passé avec Émile Zola. Et j'accuse. C'est parce que il y a Dreyfus qui a été un innocent qu'on voulait tuer. Mais vous voyez, c'est là où le journalisme constructif devient quand même quelque chose qui doit changer, qui est un contrepoids politique. Vous savez la vérité. Vous me posez cette question. Expliquez-la aux téléspectateurs, monsieur le secrétaire général. Vous êtes là pour expliquer la vérité aussi aux téléspectateurs qui vous écoutent. Les statuts de l'Union des populations. Il n'était pas forcément là, tous ces téléspectateurs. Ils veulent donc connaître la vérité. Voilà pourquoi vous posez la question. Et vous savez ça, on ne peut pas choisir un dirigeant d'un parti politique à partir de l'administration. Ça ne peut pas se faire dans aucun pays au monde. Voici nos statuts. On dit clairement ici que le secrétaire général et les autres, le secrétariat, c'est-à-dire le secrétaire général et les autres, sont élus au Congrès en même temps que le bureau. Mais donc, si vous n'êtes pas élu dans un Congrès, vous ne pouvez pas être secrétaire général. Et avec moi ici encore, ici, c'est que les dispositions, la loi 90 portant création des partis politiques. Et on dit comment les partis politiques fonctionnent. S'il y a des problèmes dans les partis politiques, il y a soit suspension, soit interdiction du fonctionnement de ces partis politiques. Jamais on ne peut arriver à une nomination à l'intérieur. Quand vous, les journalistes, vous posez cette question, à peine on a nommé quelqu'un, vous le prenez, vous donnez les plateaux de télévision pour faire de lui le leader d'un parti politique. Est-ce qu'on nomme quelqu'un dans un parti politique?
Merci, monsieur le secrétaire général. Vous Donc, continuez, c'est vous vous. poursuivez. C'est vous, Je c'est vous les relance. journalistes, c'est vous. Je vous relance, monsieur le secrétaire général. Nous posons la question parce que simplement les téléspectateurs veulent comprendre et veulent savoir de quel côté se trouve la vérité. Alors, à vous donc d'expliquer que vous avez été élu et le Congrès qui vous a élu, évidemment, vous le citez. Mais les histoire journalistes, ils savent d'informer. Ils connaissent la loi. Sauf que nous ne sommes pas là pour le journaliste, nous sommes là surtout pour l'invité principal. Oui, bien sûr. Qui doit restituer la vérité. Oui, bien sûr. Ce n'est pas moi qui pose les questions, mais j'allais vous, vous poser la question. Est-ce que vous avez déjà... Allez-y. Vous avez rencontré Allez-y, ces monsieur gens? Ponani. Oui, je brûle d'envie de prendre la parole sur ce premier sujet pour tout simplement faire un léger commentaire. Hein. Monsieur le secrétaire général, tout à l'heure, vient de nous donner la définition, selon lui, de ce qu'est le nationalisme. Et tout au cours de sa présentation, il confortait dans mon esprit le véritable problème qui règne aujourd'hui dans l'UPC d'après Oumniobé. C'est un problème de chaque UPCiste, peut-être sincère, peut-être pas, mais chaque UPCiste, pour la longue séparation qu'ils ont eu chacun, et de s'être séparés, aller chacun dans son coin, a pensé une UPC qui n'est plus l'UPC des pères fondateurs, qui est l'UPC de M. Balaguer-Nkott à un moment donné, qui peut être l'UPC de M. comment on appelle le député, qui peut être l'UPC de X ou Y, mais à un moment donné, l'UPC du nationalisme, l'UPC de la philosophie, de l'amour de la patrie, cette UPC, on ne le voit pas. L'UPC des leaders qui sont capables de fédérer auprès d'eux d'autres Camerounais qui veulent mettre en avant le Cameroun, cette UPC, on ne le voit pas. On se base, on s'appuie tout simplement sur ce que je pourrais appeler des batailles de chiffonniers. La question que vous avez posée concernant qui est véritablement l'UPC dans l'UPC, dans le secrétaire général de l'UPC, ce n'est une question en réalité. Il peut être choqué, comme il semble le dire, mais en réalité, il ne peut pas être choqué dans la mesure où, quand un ministre se permet de venir mettre du désordre à l'intérieur d'un parti politique et que cela passe, est un problème qui est fondamentalement à l'issue de ce que l'UPC est devenu. À présent, posez la question. Quelle est la question? La question que je voudrais poser à Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire général. Dites-moi, Monsieur le secrétaire général, le leadership à l'intérieur de l'UPC, ça s'exprime comment? Alors, je vais vous dire. Sachez d'abord que dans les partis démocratiques, il y a toujours ce genre de choses. Mais chez les Blancs, il y en a. Vous avez vu quand Trump allait aux élections, il avait des problèmes avec les présidents et les représentants de son parti. Il a eu des problèmes avec une grande partie de son parti, je peux le dire comme ça. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le Parti socialiste. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le parti... on vient de remplacer d'ailleurs Theresa May, là, avec John... comment il s'appelle là? Voilà, on vient de les remplacer. Et à l'intérieur, ça n'allait pas. Hein, à l'intérieur du même parti. Vous voyez même, allons même plus loin, vous voyez que Le Pen, sa propre fille l'a enlevé. Sa propre fille l'a enlevé. Dans un parti démocratique, il y a ça. Mais ce que nous déplorons, c'est que le gouvernement ne doit pas entrer dans les luttes internes d'un parti politique. Si vous avez un parti, les partis qui sont tranquilles aujourd'hui, je vous l'ai dit, et je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est parce que les gens qui ont fondé ce parti sont encore là. Monsieur le secrétaire. Ils sont encore là. Mais à un certain moment, quand c'est la démocratie dans le parti, vous laissez le parti faire... Quand vous dites maintenant, vous dites quel est le leadership. Le leadership, vous croyez que je suis là parce que je veux être là. Les gens m'ont choisi. Les gens m'ont choisi. Et un leader... il est choisi. Je peux être tout ce que vous dites, mais il faut respecter les choix des militants. Monsieur le secrétaire, une question. Vous avez parlé tantôt de nationalisme. Oui. J'imagine donc que dans votre parti, il y a un programme de nationalisme économique. Voici donc ma question. Pensez-vous que votre alliance avec le RDPC est la meilleure manière de gérer le nationalisme économique que vous défendez dans votre parti? Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Parce que ces problèmes d'alliance reviennent toujours. Et d'ailleurs, c'est pour cela que j'ai les problèmes. Parce qu'au lendemain de mon élection au Congrès, que vous tous vous avez couvert, y compris Carole, il a couvert ce Congrès. Il y avait les gendarmes dehors, il y avait les policiers dedans qui amenaient les gens pour voter, et il y avait les militaires de l'autre côté de la route, et une foule de journalistes. Alors, au lendemain de ce Congrès, on m'a posé la question de savoir
et l'alliance avec le RDPC. Sachez que c'est pas... J'ai cette alliance ici. C'est pas moi qui ai signé ça dans le temps. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est pas moi qui ai signé ça dans le temps. C'est ça l'alliance. RDPC, UPC. C'est pas moi qui ai signé ça dans le temps. Et les gens qui ont signé, je vois ici Charles Ndomba, je vois Ndongo Somba, je vois Simon Achidi Achou, je vois Menkoko Bonjo, et de l'autre côté, il y a Koro Augustin, Fayou de Happy, Njami Wande Massoa de Bernard, bon, d'autres sont morts. C'est pas moi qui ai signé ça. Maintenant, arrive le moment où je suis élu comme secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Eh bien, quand on est en train de vous élire, on vous donne une feuille de route. Et la feuille de route qu'on m'a donnée, c'est de reconstruire les partis. Parce qu'il y avait donc les partis étaient fragmentés en 3. Et quand on me vote, justement parce qu'on sait que dans toutes les 3 fractions, j'ai des affinités. C'est pour cela qu'on m'a voté et que je suis là depuis 1974. Alors, donc quand je me retrouve dans un plateau de télévision, on me demande et l'alliance. C'est à la CRTV. Je leur dis clairement que bon, une alliance, ça se fait avec un parti fort. J'ai un parti fragmenté, je dois le reconstruire et pour assumer une certaine alliance. Pour le moment, ce n'est pas cela qui est très important pour l'Union des populations du Cameroun. Et je disais la vérité parce que le mandat qu'on m'avait donné, c'était pour reconstruire le parti et l'unité. Parce qu'il a parlé de l'unité de parti, de fragmentation de parti. Mais arrive un certain moment qu'on était déjà en train de réunir tout le monde. Mais dans tous les milieux, il y a des traîtres. Quand on aille prendre quelqu'un, on l'amène, on le nomme, et vous dites que c'est votre désordre. Mais partout, même dans les familles, on peut trouver quelqu'un qui fait le désordre. Pourquoi quelqu'un peut même accepter d'être nommé alors que les textes ne disent pas ça? Alors, monsieur le SG, je vous ai très bien écouté et j'ai suivi votre définition du nationalisme. Mais si j'ai fini, ça répond. Non, c'est clair, on va aller comme cela. Ça ne semble pas me satisfaire parce que le bout que vous avez pris est purement économique. Or, la vision qui était celle des pères fondateurs de l'UPC était plus grande que la simple dimension économique de l'affaire. Moi, je vous pose la question qui est toute simple, c'est de savoir comment aujourd'hui, vous, en tant que secrétaire général, vous vivez l'embassillement d'un parti qui se voulait national à une part congrue, j'ai envie de dire, dans quelques communes, dans la grande région qu'on peut appeler la grande région Bassa, ou d'un parti qui était national, on en soit arrivé à 2 départements et dans ces départements, l'UPC est confiné dans quelques communes. Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui cette image qui colle à l'UPC d'être le parti des Bassa? On vit ça mal. Moi, je peux être direct et franc avec vous. Mais vous avez un parti. Vous entrez en politique. Oui. Quand vous lisez les livres Une vie de Guy de Maupassant, il y avait dedans un prêtre, un vieux prêtre, qui était au sud de la France. Bon, il gérait ses chrétiens. Il avait un certain âge. On l'affecte, on emmène un jeune prêtre comme vous. Et lui, il vient avec la dureté. Il met les gens hors, voici, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. Et un jour, le vieux prêtre lui a dit, l'âge vous calmera. Quand vous allez entrer, comme vous entrez dans la scène politique, vous verrez ce que c'est que les problèmes que l'UPC rencontre. Bien. Vous posez la même question au SDF. Les SDF commencent avec combien de députés? Et les SDF, oui, mais justement, la question que moi je vous pose, c'est que comment vous assumez ce confinement? On ne voit pas l'UPC sur le terrain en train de revenir au devant de la scène. Moi, c'est je vous dis que j'assume ça mal. Mais je viens de vous dire à l'entrée de jeu que j'étais à Bafoussa. J'ai mis une coordination provinciale là-bas. Mais si vous êtes en train de travailler, une fois qu'on vous donne le mandat de commencer à travailler, et on vous poignarde au dos, on dit que non, vous ne pouvez plus. Parce que quand on écrit la lettre, qu'on nomme un secrétaire général, on vous dit que vous ne pouvez plus faire des réunions. Ça veut dire que tous les programmes qui allaient vers le nord, tous les programmes qui allaient vers l'est, tous les programmes que j'ai fait pour le littoral, c'était déjà fini. Alors, moi, ce n'est pas la dimension leadership au sein de l'UPC qui me parle, moi. Moi, c'est la base militante.
et le peu que nous avons comme retour d'informations des nombreuses descentes dans la Sanaga maritime ou l'Oignon Ekele. Pas seulement. Je parle de ces deux départements qui sont tout au moins reconnus comme un bastion fort de l'UPC. C'est ça. Le retour d'informations que la base projette, c'est que la base ne se reconnaît plus dans la tête qui porte l'UPC, ne se reconnaît même plus dans l'héritage qui a été à la fois celui de Oumiobe et des autres têtes fortes que l'UPC a connues. Est-ce que vous avez déjà au sein de l'UPC fait cette introspection pour essayer de comprendre pourquoi la base, de manière globale aujourd'hui, ne se reconnaît pas dans la tête qui porte l'UPC? Bon, je sais que l'UPC intéresse tout le monde. C'est pas mon parti. Je suis secrétaire général. Et ça, le temps qu'on choisisse un autre pour me remplacer, d'ailleurs, qui sera dans votre génération, parce que c'est ça, il faut préparer les jeunes générations. Et c'est ça que je suis en train de faire. Ce que je dis, quand vous dites la base ne se reconnaît plus, bon, moi je ne sais pas. Parce qu'on l'a vu massivement voter un candidat qui n'était pas celui que l'UPC soutenait à la présidentielle. Je pense que c'est assez significatif d'une base qui a décidé de faire autre chose que la tête qui avait... beaucoup de questions à la fois. Donc quand vous posez beaucoup de questions, je réponds d'abord à la première question. Allez-y. Vous me dites que la base ne se reconnaît pas. Et moi je vous dis que quelle base ne se reconnaît pas? Les idéaux de l'Union des populations en 48, en 50, c'est très peu de gens qui connaissent. Mais il faut essayer de vulgariser ça, de rendre ça digeste. Quand je vous parle de vous me dites que c'est économique. Il faut être très simple. La simplicité dans l'UPC, c'est que nous sommes déjà grands, si je peux dire comme ça. Il faut que je parle, j'ai terre à terre, que nous pouvons déjà nous administrer nous-mêmes, scientifiquement et même technologiquement. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur le secrétaire général, si déjà vous n'essayez pas de sensibiliser les gens, sur, bien sûr, ou alors les populations, sur votre idéologie, évidemment qu'elle elle va disparaître comme cela. Alors moi, ma question... Elle ne peut pas disparaître, parce que si elle disparaît, le Cameroun ne se développera pas. Si vous voulez que les gens réparent les voitures, au lieu de faire les CAP en fabrication mécanique, qu'est-ce que vous allez devenir? Vous savez très souvent, la nouvelle génération n'est même pas déjà au courant de l'UPC, sinon ça devient un peu comme un petit rêve. Peut-être, moi je reste sur ma fin. J'ai demandé au RG, on a vu à la présidentielle, le secrétaire général qui est à côté de moi, faire cause pour le RDPC, c'est-à-dire le candidat du RDPC à la présidentielle. Et je dis, lorsque la base se reconnaît derrière un leader, cette base, dans sa grande majorité, aurait reporté leur voix vers le candidat qui était supporté par le secrétaire général. Mais les chiffres sont là, indépendamment de la fraude qu'on a vécue par la présidentielle. La base de l'UPC a voté un candidat qui n'était pas celui qui était porté par le secrétaire général. Et je pose donc la question au secrétaire général, est-ce que cet indicateur objectif ne permet pas aujourd'hui de se poser des questions si cette base se reconnaît encore dans les têtes qui portent l'UPC? C'est ça ma question. Alors, ajouter à cette question, est-ce qu'il n'y a pas une rupture entre la population, ce que les adhérents de l'UPC veulent, et ce que vous êtes en train... Et leur leader. Et leur leader. Simplement. D'où le problème du leadership à l'intérieur. Bon, alors, il faut que nous sommes dans un plateau. Nous ne sommes pas venus discuter. Oui. Ouais. On doit construire quelque chose. Oui. Pour avoir la vérité. La vérité des choses. Quand vous dites le vote qui s'est passé dans l'Union, par exemple, c'était pas tellement un vote. C'était pas un vote sur les candidats. À un certain moment, le fait que on a nommé un secrétaire général à l'UPC a fait que les gens soient capables de tout faire contre le parti au pouvoir. Si vous voulez, et voilà un journaliste, vous avez des journalistes, allez dans ces départements, demandez aux gens. Ils vont vous dire que, quel que soit ce que notre secrétaire général disait, et je vais revenir sur ça et pourquoi j'ai dit ça, on ne pouvait pas l'accepter parce que pendant qu'il est en train de nous dire de faire quelque chose, on est en train de le poignarder. Et donc, n'importe qui aurait, si vous voulez, vous avez votre candidat à l'époque, a eu des voix là-bas, mais ce n'est pas la bénédiction de l'AT. Maintenant, vous voulez parler de décollage entre le leadership et la base. Quand vous êtes leader d'un mouvement, à un certain moment, vous êtes au carrefour et vous devez choisir.
Vous êtes au carrefour et vous devez choisir. Quand j'étais au courant et je disais à mes militants que nous allons aller dans toutes les élections. Et le calendrier politique à l'époque était les élections législatives, les élections sénatoriales, les élections législatives et municipales, les élections présidentielles et les élections régionales. C'était là le calendrier. Alors, subitement, on change, on inverse les choses, on prolonge le mandat des députés et des conseillers. Il reste maintenant les élections Sénatoriales. présidentielles. Après les sénatoriales, j'avais déjà investi les gens à la sénatoriale. Mais vous voyez, voilà les choses. Vous investissez les gens, ils vont dans une élection, après on écrit à lettre que ce n'est pas vous. Donc, j'avais investi les gens, on est parti au sénatorial, et maintenant, pendant que j'étais en train de préparer les élections législatives et municipales, on dit que ce sont les présidentielles. À ce moment, j'ai dit à la télé, parce que quand vous dites cause et effet, j'ai dit à la télévision, et je le répète, que dans les conditions actuelles, le candidat de RDPC va passer les élections. Vous voulez, c'est à la CRTV et dans d'autres, et à Canal+. Et que dans ces conditions, j'appelle tous les partis politiques de se rassembler autour de ces candidats pour qu'ils fassent un gouvernement d'union nationale. C'est ce que j'ai dit. Bien, monsieur le secrétaire général, vous allez permettre, s'il vous plaît, vous allez permettre également qu'on prenne quelques questions des téléspectateurs. Alors, nous allons commencer par les SMS. Comment comprendre que tous les secrétaires généraux, depuis le retour au multipartisme, soient tous Bassa, pendant que ce parti s'appelle Union des populations du Cameroun? Est-ce à dire que les Bassa constituent les populations? C'est une question. Vous pouvez répondre, hein? C'est une question qui vous a adressée directement. Tout simplement. Pourquoi, après le multipartisme, tous les secrétaires généraux sont des Bassa? Bon, moi j'ai fait 4 congrès, puis que on est revenu en 92. C'est une préoccupation. Je ne peux pas dire que celui qui c'est une préoccupation du parti. C'est une préoccupation. Donc ça suppose que d'ici là. Ça suppose que ce que je voulais dire, c'est que chaque fois qu'on mettait le poste de secrétaire général, je crois qu'une seule fois, j'avais vu, non, même cette fois-ci, les gens qui étaient candidats au poste, il n'y avait que des Bassa là. Alors, les téléspectateurs doivent noter que c'est en étude au sein du secrétariat. Mais et il n'y a pas très souvent les candidats. Quand il y a des candidats, on choisit parmi les candidats. Nous poursuivons. Chers téléspectateurs, s'il vous plaît, veuillez signer vos SMS. Ce serait beaucoup plus responsable de cette façon. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Je pense, pour ma part, que tout ce dont nous vivons aujourd'hui dans nos prisons découle de l'incapacité du gouvernement arrogant et surtout répressif, tout incapable de construire des prisons qui leur permettraient de séparer les citoyens camerounais illégalement et savamment arrêtés. Narcisse depuis qu'on s'en bat. Voilà, on continue avec des questions. Permettez s'il vous plaît. C'est aussi ça, l'émission, elle est interactive, donc nous devons également satisfaire nos téléspectateurs qui nous regardent. Bonsoir au panel. L'UPC est perturbé par l'État qui crée ce désordre en permettant l'usurpation de titre de secrétaire général. M. Baleguel est bel et bien le secrétaire général de l'UPC. Il a été démocratiquement élu et la base en est consciente en sa grande majorité. Bon débat, Alain Michel Mbok de Yaoundé. Nous poursuivons notre message. Dites au docteur Cotte qu'ils ont continué la trahison qu'avait commencé Maï et aujourd'hui l'UPC est resté un devoir de mémoire. Josiane Longa. Poursuivons, toujours avec des questions, suivi un peu long. Je suis Bernard Bonga, directeur de publication de Étoile Magazine, bon pas de publicité, des DA. L'UPC ne devait pas laisser le MINAT s'ingérer dans son fonctionnement interne. Il n'est pas bourré de bonnes intentions. La pratique sur le terrain montre bien que c'est le secrétaire général Baleguel Cotte qui porte la légitimité. Le risque est que le parti peut être affaibli par ces distractions à la veille des échéances électorales importantes. Nous poursuivons également avec ces messages. Doit-on s'attendre à voir l'UPC à la prochaine élection présidentielle? Si oui, qui sera le représentant du parti? Doit-on attendre l'UPC à la prochaine présidentielle? Si oui, qui est le candidat?
les candidats de l'UPC doivent être choisis par les militants. Bon, mais on est une génération de transition. Je suis dans la génération de transition et il y a une jeune génération. Peut-être avant le reste des questions, qu'est-ce qui explique que de 97 à la dernière présidentielle, l'UPC n'a pas pu présenter des candidats à la présidentielle, M. Léger? Pourtant, sur l'un des plateaux, pour ajouter un peu de l'eau à son moulin, sur l'un des plateaux où je vous ai reçu, vous avez dit et vous avez promis que l'UPC participera à toutes les élections. Mais c'est ça que j'étais en train d'expliquer. Alors, qu'est-ce qui explique que depuis 97 quand même, moi je suis un homme de science. Nous partons des résultats pour voir la démarche. Tu ne parles pas de la méthodologie, ça veut dire que tu poses d'abord l'objectif là où tu veux aller. Et tu dis maintenant, c'est comme ça que je vais marcher pour arriver là. Mais quand tu connais le résultat, compte tenu du fait qu'on n'avait pas eu le temps de nous implanter dans le territoire national, donc on ne pouvait pas passer ces élections. Depuis 97, c'est ça qui explique votre non-participation à la présidentielle. Le résultat de l'élection dont parle le secrétaire général, selon lui, ce n'était que le RDPC qui soit capable à cette période-là de gagner l'élection. S'il vous plaît, permettez, on prend 3 messages et puis on rentre du côté de la régie et puis on reviendra toujours pour la deuxième partie de l'Agora. Je prends encore 3 questions. Bonsoir. Dr Balek Elkot, secrétaire général, n'est clairement pas l'homme de la situation pour l'UPC. Dépassé par le temps, ce parti va disparaître car il n'est pas capable de faire chemin seul. Modeste Anne, depuis Yaoundé. Poursuivons encore avec un message. Salut, je ne suis pas d'accord avec vous. Salut, je ne suis pas... Je ne sais pas. Expliquer normalement. Je ne sais pas ce que nous devons expliquer normalement. Voilà, je crois qu'on va d'abord arrêter là. Alors, nous allons rapidement, si vous en avez convenance, rentrer du côté de la régie pour prendre la revue des grandes unes et on se retrouve juste derrière. Bonsoir à vous, chers politoscopiens d'Info TV. Ensemble, revoyons les unes parues dans les kiosques en semaine. Nous ouvrons avec le journal Le Gideon qui a titré en sa grande une « Anglophone crisis, back to school efforts pick up steam despite continued uncertainties ». Sur cette même page du journal Le Gideon, ils ont fait un tour dans la région de l'Ouest. C'est à Bafoussam où la pluie a empêché la marche du RDPC. Réunis le 20 juillet dernier sur appel d'Ibrahim Bobo Njoya pour leur meeting, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ont certes fait des discours, mais n'ont plus effectué leur grande marche comme initialement prévu. Cameroun Tribune lui parle plutôt d'appel au respect des institutions. La mobilisation générale de Bafoussam à Ngaoundéré, en passant par Kribi, les populations sont sorties en masse pour condamner les appels à la haine et à la division, ainsi que ceux qui continuent à fouler aux pieds les institutions de la République. C'était à lire en pages 4 et 5 de ce journal. Sans détour s'inscrira dans le même registre que Cameroun Tribune, anti-cran. Après la grande mobilisation de Bafoussam, l'Ouest isole totalement Kamto et Ganang. À ce même titre, le quotidien L'Épervier marque à son tour grand meeting, mobilisation populaire exceptionnelle. L'Ouest abat Kamto, Ganang et la BAS en plein vol. Il en est de même avec le journal La République Presse, dans son titre Kamto, Ganang et la BAS bannis du cœur des Bamileke. C'était à lire en pages 4 et 8. Parlons tout autre chose à présent et c'est le journal L'Économie qui s'intéresse aux infrastructures. Le port autonome de Douala gagne en autonomie. Quittons l'économie, rejoignons le journal Le Jour qui s'intéresse à la prison de Kondengui, la colère des prisonniers de la crise anglophone. Le repère, comme un appel, s'incline à l'appel du génocide. Attaque de Genève, les Sawavans debout contre les propos haineux. Revenons donc avec l'économie qui parle de finances publiques, comment le Cameroun voit l'après-programme économique du FMI. Le quotidien Mutation a eu le penchant sur le RDPC Ouest, confession de foi, alors que rien l'y obligeait, l'élite de cette région a tenu à dire samedi qu'elle ne complote pas contre le pouvoir.
Le quotidien Info Matin vient ainsi mettre un terme à cette revue de presse avec sa publication parlant de mutinerie de la prison centrale de Yaoundé, Laurent Esso, le bouc émissaire du gramme de Kondengui. Un sujet qui interpelle plus d'un et vous invite à le lire en page 2 de ce journal. Mesdames et messieurs, politoscopement vôtre, à la semaine prochaine. Voilà donc les parutions de la semaine, des grandes unes. Monsieur le secrétaire général, nous allons donc sortir quasiment de ce secteur-là pour rentrer dans l'actualité. Et cette fois-ci, je vais vous poser la question, quelle appréciation faites-vous de la gouvernance du régime en place? Et quelle est déjà votre relation avec ce régime en place? Vous, en tant que secrétaire général de l'UPC. Alors moi, je dois dire, parce que ça ressemble encore à la question de l'Alliance, je dois dire que l'Union des populations du Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Nous avons une autre vue de la chose. Que vous soyez dans l'ADD ou le PCRN, que vous soyez dans l'UNDP, le SDF, que vous soyez dans le SDF, que vous soyez même dans le RDPC, parce que nous avons des militants là-dedans, un peu partout. Mais est-ce que ce n'est pas une conception philosophique, ça? Mais elle n'est pas que philosophique, elle est réelle. Mais sauf que chacun défend sa chapelle. Vous êtes là pour défendre la vôtre. Voilà ce que nous disons. Nous sommes nous-mêmes. Au moment où le RDPC fait quelque chose de bien, on encourage. S'ils font quelque chose qui ne marche pas, on leur dit que ce n'est pas comme ça que nous pensons que ça doit marcher. C'est pour cela. Mais nous tenons. Monsieur le secrétaire général, continuez-vous à être attaché à l'alliance signée par M. Kodok avec le RDPC dans votre démarche? Monsieur le secrétaire général, toujours dans la suite de sa question, quelle est la relation qui vous lie au parti au pouvoir? J'ai dit que nous sommes l'Union des populations du Cameroun. Est-ce que cette alliance tient toujours? L'alliance? Moi, je suis secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Est-ce que cette alliance tient? Et je suis là. Quand il y a un gouvernement en place, même si c'était le gouvernement de l'ADD, s'ils font quelque chose qui est bien, je vais leur dire que c'est bien et je vais soutenir. Est-ce que l'alliance tient toujours, RDPC, UPC? Vous avez lu d'abord l'alliance? Évidemment, nous l'avons. Non, vous ne l'avez pas. Parce que quand vous parlez, Nous on l'avons, parle monsieur de le deux, vous secrétaire ne l'avez général. pas. Parce que c'est ça que je vous disais. Il y a des choses ici, dans cette alliance, qui sont caduques. Voilà pourquoi nous vous posons la Est-ce que question. l'alliance tient Tient encore? toujours, c'est ça la question. Et Mais je vous dis les que téléspectateurs veulent Et savoir s'il vous si plaît, elle le tient courage toujours. de dire, tant que par Et le courage de dire que ça démarcation tient avec ou ça ne l'autre tient plus. secrétaire général usurpateur, comme vous l'avez appelé, Voilà. est-ce que vous, Est-ce que- cette alliance tient encore? Est-ce que c'est vous ça la la question. dénoncez? vous posez la question, vous répondez. Nous posons la Non, question. parce que j'ai l'impression que moi, je réponds à vos questions. Allez-y, monsieur le secrétaire général. Mais vous voulez répondre à ma place. Allez-y. Je vous dis que dans une alliance avec un parti politique, si nous faisons une alliance, on doit revisiter ça et voir. Par exemple, le problème qui se pose maintenant, il faut que l'UPC apporte son idée par rapport aux solutions aux problèmes. S'il y a l'alliance avec le RDPC, nous devons nous asseoir pour voir que est-ce qu'on revisite l'alliance. Hein? Je vous pose une question un peu simple. Lors des dernières élections présidentielles de 2018, vous avez appelé à soutenir le candidat du RDPC. C'était sur quelle base? L'alliance de 97 ou une nouvelle alliance que vous avez à définir? Ça veut dire que tout ce que j'ai dit là, vous ne m'avez pas suivi. Peut-être parce que vous n'êtes pas très clair. Non, ou bien c'est moi qui me parle Non, mal. pas du tout. Vous n'êtes peut-être pas très clair. Caduc dans notre alliance. Alors ça fait que vous Oui, avez mais c'est déjà dépassé. Faire le Sénat, Alors, vous faire êtes parti dans la quelle Cour base? conseil, c'est déjà passé. L'alliance était sur cette base. Parce que les choses comme l'alliance, ce n'est pas l'amusement. Il ne faut pas prendre la politique comme l'amusement. On ne peut pas passer, c'est ce que fait l'autre. Il prend le bois, nous sommes dans l'alliance. Il y a des choses qu'on a écrites ici, là, faites le Sénat, faites ceci. C'est déjà passé. C'est ça qui est. En appelant donc vos membres à voter pour le RDPC pendant la présidentielle, c'était sur quelle base? Sur la base de cette alliance ou alors c'était votre appel personnel? Moi, j'ai dit le jour-là que j'ai fait une analyse froide de la situation. C'est ce que j'ai dit à la télévision. Qu'est-ce que vous appelez quoi, Mondola? Donc tout le monde écoutait. Mondovision. J'ai dit qu'ayant fait une analyse froide de la situation en tant que scientifique, tel que les choses se passent et tel que mon parti est sur le terrain, nous ne pouvons pas gagner les élections. C'est le candidat de LDPC qui va. D'accord, donc c'était tout fait personnel. Vous avez décidé personnellement. J'ai dit ça. C'est compris, nous poursuivons. C'est compris, on va avancer. Allez-y.
que vous ne soutenez que celui qui peut avoir la victoire, même si l'idéologie de celui qui peut avoir la victoire n'est pas la vôtre. Vous l'épousez. Finalement, j'ai envie de demander dans sa suite. Ça change quoi? Ça changerait Monsieur, quoi? monsieur le secrétaire général. Parce que vous parliez de nationalisme. Bon, vous voulez que je soutienne celui qui va encore aussi échouer? Il peut avoir une idéologie qui n'est pas l'idéologie. Moi-même, je savais que si je pars, j'échoue. D'accord. Finalement. Et je ne pouvais pas supporter celui qui échoue comme moi. Sinon, mieux vaut aller échouer moi-même. Ouais. Alors, finalement, la question est celle-ci, monsieur le secrétaire général. Alors, dans quel cadre on doit placer votre parti politique? Quel type? Est-ce un parti attrape-tout? Un parti républicain ou alors un parti... C'est le vrai parti du Cameroun. Un parti d'élite. Oui, c'est le vrai parti du Cameroun. Dans la classification, c'est le parti numéro 1 au Cameroun. On peut comprendre le Parti populaire. On peut comprendre tout de suite à travers les propos de monsieur le secrétaire général que l'UPC est vraiment perdu. Et permettez-moi de le dire comme ça là. Et là, parce que non, vous posez la question, permettez qu'il réponde plutôt. Un parti politique qui sait où il va, qui sait d'où il vient. Un secrétaire général qui a intégré ce parti politique en 1974. Je suppose que c'est une période suffisamment dure, mais qu'il était suffisamment courageux pour pouvoir aller dans un parti politique qui, à cette période-là, n'avait pas pignon sur rue. Nous sommes en 2019. Donc, on parle aujourd'hui beaucoup plus des droits de l'homme et on estime qu'on est un peu plus regardant là-dessus. Vous avez peur de continuer à sauvegarder l'idéologie des responsables historique de l'UPC pour rentrer dans des calculs de bas état et du genre, celui qui gagne, celui que je supporte, monsieur le secrétaire général, c'est décevant et je comprends pourquoi est-ce que les populations de la Sanara maritime ont refusé de vous suivre. Monsieur Pon Arimi, s'il vous plaît, il ne s'agit pas d'un duel de deux secrétaires généraux, mais plutôt vous lui posez la question, c'est lui l'invité principal. Quelle est donc votre question? Ma question c'est, monsieur le secrétaire général, quelle est votre idéologie réelle? Est-ce que l'UPC de Oumniobé, de Maï Matip ou de Kodok, quelle est votre idéologie? C'est celle de Oumniobé? Déjà, où est-ce que vous vous retrouvez déjà? Je suis Oumniobiste. C'est pour cela que je parle de l'unité, de l'intégrité et de la souveraineté. Donc, monsieur le SG, vous ne vous revendiquez pas l'héritage du feu Frédéric Kodok? Mais Kodok, déjà, c'est mon père. Et plus par ici, là, au Cameroun. Père biologique ou non, père politique? Ici, sociologique. Oui. Parce qu'il est à quelques 8 minutes de ma maison, il était. Et je crois que c'est hier que j'ai causé avec sa fille qui est aux États-Unis au téléphone pendant 30 minutes. Et que sa petite sœur qui l'a suivi, qui est morte, il m'a laissé, tous ses effets sont avec moi. Donc personne ne le connaît politiquement comme moi. Et je dis ça, tout le monde qui nous regarde, ils savent ça. Personne ne connaît politiquement comme moi. Parce que tout ce qu'il faisait à un certain moment, de grandes décisions, j'étais là. Donc mais vous assumez cet héritage? Oui, j'assume cet héritage. Mais il savait lui-même que je suis davantage lié à Oumio. Il savait ça. C'est pour cela que quand on s'est séparés, peut-être 3 semaines avant sa mort, on en avait discuté. Mais ce n'est pas le moment de dire ces choses ici. Alors, si vous assumez l'héritage du feu Frédéric Kodok et que dans l'âme, vous vous reconnaissez dans Oumniobé, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que l'UPC ne devrait plus être confiné dans ce qui semble apparaître aux yeux des Camerounais comme l'affaire des Bassa, et qu'aujourd'hui d'autres formations politiques peuvent s'accaparer l'idéologie qui était celle des fondateurs de l'UPC pour donner un certain souffle, une nouvelle dynamique à ce que les pères fondateurs de ce parti auraient voulu. Et quand je dis ça, je vois par exemple ici l'UPCisme qui est porté aujourd'hui par le PCRN, qui veut porter cet héritage, cette vision de Oumniobé pour redonner à l'UPC cette dimension d'un parti où tous les Camerounais, parce que tout à l'heure vous dites union des populations du Cameroun, mais c'est davantage union de certains leaders de l'UPC avec le RDPC. C'est pas ça l'union des populations du Cameroun. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment que l'UPC que vous incarnez doit laisser la place à de nouvelles formations politiques qui veulent incarner l'idéologie qui était portée par les pères fondateurs, monsieur le secrétaire général? Moi, je ne suis pas vexé par tout ce que vous dites. Je ne sais pas de vous vexer. C'est un débat. C'est juste une question. Il a posé une question, je n'avais pas encore répondu. Il m'a demandé clairement quelle est l'idéologie de l'Union des populations du Cameroun. Bon, alors, on n'est pas ici dans un mémoire où on doit formuler l'idéologie comme une vision ou comme un objectif et dire que c'est ça. J'explique d'entrée de jeu ici l'idéologie du Cameroun. Si vous voyez dans la pratique de l'UPC, tous les grands économistes à l'époque étaient envoyés en Europe
en passant par l'Algérie, et la plupart ont fait dans les sciences, ils ont fait des diplômes d'ingénieur dans la technique et tout et tout. Donc dans l'idéologie de l'UPC, pratiquement, on envoyait les gens pour aller apprendre comme le Japon a fait, comme la Corée a fait, envoyer les gens aux États-Unis et revenir avec les connaissances et bien faire exploser le développement du pays. Je ne sais pas comment est-ce que je peux expliquer et formuler l'idéologie de l'UPC, étant donné que c'était la défense de notre unité, de notre intégrité et de notre souveraineté. Donc je ne sais pas comment je peux reformuler ça, sauf si on veut que je fasse un exercice intellectuel. Monsieur le secrétaire général. C'est quand la cassure que nous vivons aujourd'hui et qui nous démontre que tous ces UPCistes partis partout ailleurs étudier pour revenir construire le Cameroun avec cette envie-là de faire de ce pays un pays fort. D'où vient-il que ceux-là, une fois qu'ils sont revenus au Cameroun, chacun a construit son UPC dans la tête et on se retrouve avec un UPC K, un UPC O, un UPC U, un UPC B, un UPC L. C'est votre manière d'analyser. D'ailleurs, vous voyez, on pose des questions là, les gens ne l'analysent pas de la même façon. C'est votre manière de voir les choses. Vous voulez simplifier le terrain politique, l'environnement politique de ces pays. Mais vous êtes à l'ADD. Vous aurez pu... Monsieur le secrétaire général, les questions vous sont adressées pour éclairer la lanterne des téléspectateurs. Mais quand vous n'avez pas un problème avec l'ADD, encore moins avec le PCRN. Je me permets de ne pas faire la publicité de ce que je suis aujourd'hui pour faire la publicité de ce que vous êtes. Et je vous pose des questions. Si elles ne vous plaisent pas, vous me pardonnez. Surtout que c'est vous l'invité principal. Je suis obligé de vous répondre. Sur cette répondez à celle-ci, si vous permettez. C'est presque sa question, je vais vous relancer. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 3 factions. Nous avons la faction tenue par l'honorable Apolipote, nous avons la vôtre, et puis nous avons celle de Madame Abiba. Alors, finalement, est-ce que l'UPC, véritablement, revêt encore la posture d'un parti politique nationaliste? Monsieur le secrétaire, j'ajoute une question à sa question. Sûrement, quand vous dites que vous tenez de Oumyobé, cela veut dire que vous voulez l'unité du parti. C'est ça. Et cela me permet donc de rebondir sur sa question pour vous demander l'état de vos relations avec l'honorable Bapote, avec Dame Abiba Issa, par exemple. Bon, alors, mais, Carole, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un pays, une république, c'est les hommes que nous sommes. 25, 24 millions. C'est la législation et les intérêts communs. C'est comme ça qu'on définit une république. Un parti politique, c'est les militants, les textes de base et les intérêts pour préparer pour aller vers les élections. À partir du moment où vous êtes député et que vous qui êtes censé voter les lois, on est en train de griller, de brûler, de violer une loi et vous acceptez vous-même être le porteur de la violation d'une loi. Vous voulez que je dise quoi? Vous pensez que quand vous m'interrogez là, les gens sont en train de suivre. Et ils sont même fâchés que vous dites que nous avons des fractions. On appelle des fractions justement quand on était parti au Congrès, c'était un Congrès unitaire pour que, en fin de compte, on nous mette ensemble. Et en me choisissant, on a choisi quelqu'un qui est capable de fédérer ces gens-là. Mais d'où vient-il que, supposez un seul instant, s'il n'y avait pas cette lettre de nomination, il n'y aurait pas eu de problème. Mais maintenant, s'il y a des problèmes entre Abiba et moi, ou bien avec les autres militants, ce n'est même pas le problème avec moi. Ça, c'est à l'intérieur du parti. Je suis d'accord que les Camerounais s'intéressent à l'UPC, mais pas dans le but de détruire le parti. Pas dans le but de dénigrer le parti. Monsieur le secrétaire général, ce n'est pas notre... de mépriser le parti. Non, ce n'est pas notre intention, monsieur le secrétaire général. C'est dans le but de comprendre que l'environnement politique dans lequel on vit n'est pas un environnement serein. Monsieur le secrétaire général, je vous coupe pas. Et je suis en train de... Vous gardez la parole, je vous relance. Non, je vous relance. Monsieur le secrétaire général, le journaliste travaille sur des faits, et les faits sont sacrés. C'est ça. Nous voyons bien entendu et les textes aussi. Une faction de l'UPC qui est contrôlée par M. Bapolipote, qui est bien entendu... Vous avez bien dit une faction de quoi avant? Vous avez fait un lapsus qui est bien là. Oui, mais et puis on a... Vous avez dit une faction de RDPC. Une faction de l'UPC. Non, vous avez dit une faction de RDPC. Non, s'il vous plaît, oui, mais c'est un lapsus. Mais finalement, voici la question. Permettez, s'il vous plaît, restons sérieux. Mais c'est ce que vous avez dit, c'est bien. C'est un lapsus. Je vous félicite. Une faction de l'UPC qui est contrôlée par l'honorable Apolipote, une autre qui est contrôlée par vous. Et de l'autre côté, nous avons Mme Abiba, dont on ne connaît véritablement pas le positionnement.
Cependant, quand même, il faut reconnaître que c'est toujours le MINAT qui a, à un moment, positionné l'honorable Bapoli Pot aux avant de la scène, mais aujourd'hui, qui, par un détour intellectuel dont on ne comprend pas très bien l'origine, vous positionne demain, M. Bapoli Pot, pour vous positionner également au feu de projecteur. D'où la question de savoir, finalement, est-ce que l'UPC reste encore un parti ou alors plutôt un parti qui représente ce que ça du RDPC? Bon, allons dans la vérité. Dans le journalisme, l'investigation, vous êtes un journaliste. Tout à fait. Quand je vais à ma tombe, ça c'est... Disons que c'est son fief là-bas. Il est là, nous sommes de la même tribu, de la même sous-tribu, du même clan. Parce qu'il y a ses frères dans mon village, comme j'ai mes frères dans son village. Mais quand vous voyez 4000 personnes, vous dites qu'il y a des factions. Quand on va dans un défilé... Sauf qu'à ce moment, quelqu'un d'autre parle au nom du secrétaire général. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est plus vous. Mais oui, parce que vous allez me laisser répondre. Hein, parce qu'il ne faut pas que après les militants disent que qu'est-ce que tu de manière brève, oui, allons-y. Oui, c'est ça, parce que moi je suis un homme politique. Voilà. Mais quand vous me coupez tout le temps, vous me permettez... Non, parce que l'émission, ce n'est pas pour vous, c'est pour les militants. Bien bon, entendu. alors, donc ce que je voudrais dire, c'est que lorsque quelqu'un, au cours d'un défilé, il a 7 personnes, et il se tient à la tribune pour faire le drapeau comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand vous dites les factions, ils ont combien de personnes? Ils ont combien de personnes? Je vous ai dit tout à l'heure que le fait qu'on l'a positionné, c'est ça qui énerve les gens. Même dans les voitures, pour circuler dans les taxis, les gens n'aiment pas ça. Donc, vous dites qu'il y a des factions, il n'y a pas de factions à l'UPC. Il y a une seule UPC, mais il y a des gens qui sont des usurpateurs. C'est simple. Si vous voulez... Ici, il n'y a pas de faction. N'êtes-vous pas en train de disputer l'amour du RDPC, de personnes qui adorent le RDPC et qui disent au RDPC, RDPC, c'est moi qui t'aime le plus, s'il te plaît, accepte-moi, puisqu'on ne comprend plus très bien comment est-ce que le ministre de l'administration territoriale, qui est fait de vous le paria de l'UPC, du jour au lendemain, vous ramène au devant de la scène. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Il y a eu des arrangements... Moi, j'ai rien à faire avec ça. Alors, s'il vous plaît, on va marquer notre petite pause. Depuis aujourd'hui, je ne fais que vous dire que j'ai été élu. Est-ce que j'ai changé? Je ne fais que vous dire que j'ai été élu. C'est vous qui me posez la question du ministre de l'AT. Bon, c'est ce que je vois que les Camerounais ont besoin. Comme il a dit, mon fils et les jeunes frères, ils ont besoin de dire que l'UPC, c'est dans les armoires, c'est un parti du passé, mais ça ne sera jamais comme ça. Alors, ça ne sera jamais comme ça, parce que en posant la question, c'est bon, c'est pour essayer de mépriser le parti et dire que je vous ai dit la cause. Le problème, c'est que qu'on nous laisse un peu travailler tranquillement, pendant au moins un an. C'est compris, s'il vous plaît, c'est compris, s'il vous plaît, nous allons rentrer, s'il vous plaît. Si vous permettez, rapidement. Non, nous rentrons du côté de la régie, nous jouons avec le temps, il nous reste à peu près 10 minutes pour clôturer totalement notre émission. Pour prendre le Vox Pop structuré autour de la question, à votre avis, l'UPC est-il encore le parti nationaliste qui peut sortir le pays de l'impasse actuelle? Vous me prenez de court là. Mais c'est une question que tout UPCiste doit pouvoir répondre. Nous pensons qu'après avoir combattu pour l'indépendance, l'unité, il reste maintenant l'élévation des standards de vie des populations du Cameroun. Et seul l'UPC a ce secret. Parce que quand vous construisez votre véhicule, c'est vous qui savez comment le manipuler. Même s'il y a des chauffeurs qui l'empruntent. Mais alors, dire que l'UPC est le parti qui va sauver le Cameroun, je dis oui. Je dis oui. Parce que là-dedans, il y a ce qu'on appelle le patriotisme. Là-dedans, il y a ce qu'on appelle l'amour pour la patrie. Et quand vous prenez déjà ces deux choses, vous comprenez que seul ce parti, je ne le dis pas parce que je suis pessimiste, mais je dis à partir de ces deux choses, on comprend que l'UPC est le seul parti qui doit sortir le Cameroun de cette servitude. Et, ça peut se faire comment? Il faut que le message que le camarade secrétaire général Dr Valéry Nkout, Pierre, est en train de passer depuis qu'il a été élu au Congrès, au Palais des Congrès à Yaoundé, le 6, 7, 8 octobre 2017. Il faut que ce message passe. Mais nous avons un problème. Pourquoi le message ne passe pas?
Parce que certaines personnes, ceux qui s'autoproclament secrétaire général et ceux qui s'arrangent à ce que le message ne passe pas, mais nous faisons quand même des efforts que le message passe. Si le message passe, les Camerounais vont comprendre que le parti UPC, l'âme immortelle, alors est le seul parti qui peut sortir le Cameroun de l'amertume. Sincèrement, lorsqu'on regarde le Cameroun actuel et la pléthore de partis qui naissent, et quand on connaît tout simplement un tout petit peu ce que c'est que l'UPC et ce qu'elle a déjà eu à faire, cette question ne devrait pas se poser. Vous voyez bien que l'UPC pose des problèmes du Cameroun, alors que les autres posent des problèmes de communauté. L'UPC est le seul parti qui peut diriger le Cameroun à la satisfaction générale de tous les peuples. La plupart des partis qu'on observe là, ils brillent par le communautarisme. Il n'y a que l'UPC seul qui voit le Cameroun en grand, qui ne voit pas le Cameroun d'un côté ou d'un autre. Autrement, Oumiobe pouvait prendre le pouvoir pour la Sanaga maritime à l'époque. Mais quand on lui a demandé, il a dit, mais mes frères du Nord, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mes frères du Centre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et c'est sur cette base que l'UPC travaille encore. Sinon, tous les autres se sont enrichis. Il n'y a que les UPCistes qui se sont appauvris. Parce qu'eux, ils pensent Cameroun, alors que les autres ne pensent qu'eux-mêmes. Autrement dit, l'UPC est mieux placé, surtout compte tenu de la situation actuelle du Cameroun, pour prendre les affaires, afin que les jérémiades, les uns et les autres, les rancœurs, ne puissent pas s'exprimer. L'UPC pour la réconciliation. UPC, a nationalist party, I think is the party that can bring the solution to the problems we are facing now. If we go back history, we'll see the things the patriots of this party fought for. They had unity in mind, and what we need in Cameroon now is unity. And it is this unity that they have been fighting for the past 70 years. They are apt, they are capable to solve the problem we have now. And if a national dialogue is to be held, I think these people should be at the forefront. Excuse me. Je pense que l'UPC peut sortir le Cameroun de la situation actuelle. L'UPC est un parti qui, depuis des décennies, s'est battu pour l'unité nationale. Et je ne pense pas que c'est maintenant que l'UPC peut faillir. Il est toujours dans cette bataille pour que le Cameroun puisse retrouver la paix d'autrefois. Je pense que vraiment nous pouvons compter sur ces gens qui au quotidien se battent pour retrouver cette ligne de paix. Et particulièrement, nous pensons qu'avec le secrétaire général actuel, le docteur Pierre Nkot-Baleguel, qui ne cesse de mener au quotidien des combats, nous pouvons y arriver. Ça, c'est une certitude. Il n'y a pas deux secrétaires généraux à l'UPC. Il y a un seul secrétaire général à l'UPC, qui est le docteur Baleguel Nkot, élu au congrès du 6-7-8-2017. Un seul secrétaire général. Voilà, merci beaucoup pour ces éléments, bien sûr, montés par les soins de Info Télévision, la chaîne de proximité pour le vivre ensemble. Nous allons prendre encore quelques questions et nous allons introduire Rochelle Oyana pour le jardin secret. Alors, la première question, pourquoi vous invitez les... Oh, c'est pas un message... Celui qui est cabralite, ce bouillon, bon, à tous les cas, j'ai du mal à lire, il a tellement abrégé. Soyez polis, s'il vous plaît, ce sont des invités et de haut volte, essayez de les respecter et surtout signez vos messages. Pas d'appel, s'il vous plaît, juste des SMS. Le professeur Maurice Kamto était dans la justice. Qu'a-t-il fait à propos de l'amélioration des prisons? Pas grand-chose. L'UPC aussi est à déplorer. Vu les divisions, le problème n'est pas de ne pas critiquer le pouvoir, mais de ne non plus créer des militants très radicaux. Il faut aussi apprécier les efforts faits par le pouvoir, car il y en a afin d'inviter les gens à être modérés. César, depuis à Konolinga. Nous poursuivons. Quelques messages encore.
Cessez de faire pression au secrétaire général. Il reste au secrétaire général de l'UPC, Moïse Wanguet. Nous ne faisons pas de pression au secrétaire général, simplement nous lui posons des questions afin qu'il réponde pour, bien entendu, éclairer la lanterne des téléspectateurs que vous êtes. Et vous nous êtes chers. Voilà pourquoi nous voulons effectivement mettre cette vérité à votre disposition, afin que la population se connaisse au travers d'elle. Je ne connais pas la question. Monsieur Balegelkot est un homme de paix. L'UPC devrait être fier de l'avoir comme secrétaire général. Mais ce qui manque, c'est être actif comme le MRC, afin que la population, au travers d'elle, Monsieur Mirabeau, afin que la population se reconnaisse à travers lui. Je suppose que c'est ce qu'il voulait dire. On va prendre en compte. Bonsoir, s'il vous plaît, demandez au docteur de se calmer. Il parle beaucoup pour finir. Cela n'aboutit à rien. J'ai l'impression que ce n'est pas le message ici. Un dernier message. Pensez-vous que l'UPC pourra se démarquer lors des prochaines élections, étant donné que le parti Univers de Cabral semble avoir conquis les cœurs, surtout en pays Bassa, Koska, depuis Garoua. Il voulait dire le parti PCRN, le parti camerounais pour la réconciliation nationale. Voilà. Alors là, vous allez répondre à cette question. Pensez-vous que vous serez encore assez efficace quand, selon le téléspectateur, M. Koska, il pense que le parti de Kabab Libye a déjà tout raflé de ce côté-là? C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Alors, mesdames et messieurs, nous rentrons rapidement du côté de la régie. D'ailleurs, sans transition, s'il vous plaît, sans transition, nous allons accueillir Rachel Oyana pour le jardin secret. Sans transition. Alors, bonsoir Rachel, qui est déjà installée sur notre plateau. Bonsoir Pierre-Carole, bonsoir également à tous les panélistes présents ce soir. Alors, vous allez... C'est même Rochelle. Là. Rochelle Oyana, voilà. Alors, vous allez très bien ce soir, j'espère. Ça va très bien, très bien. Un peu de fraîcheur, mais ça va. D'accord, ça va très bien, surtout dans notre studio climatisé. Ça fait toujours du bien. Et un grand chapeau, bien sûr, au directeur général, M. Dieudonné. Alors, nous poursuivons donc, vous allez donc poursuivre. Hein, je vais vous laisser avec le docteur Baleguel Côte pour 5 minutes d'échange. 5 minutes d'échange, tu le dis si bien, Pierre-Carole, chers téléspectateurs, permettez-moi de dire un bonsoir au docteur Pierre Baleguel Côte. Je suis très heureuse d'ailleurs de vous avoir sur le plateau ce soir. C'est notre rubrique Jardin secret, voilà. Et dans cette rubrique, notamment, nous entrons dans la vie intime de notre invité principal. Et déjà, on lui pose des questions, même les plus intimes de sa vie. Et cependant, est-ce que le professeur, le docteur, autant pour moi, Baleguel Côte est prêt à répondre? Non, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. À mon âge, il y a des choses qu'on dit et celles qu'on ne dit pas. Voilà. Alors, la toute première, la voici. Êtes-vous marié? Si oui, depuis combien de temps et combien d'enfants avez-vous? Alors, je suis marié depuis 1984. Je suis avec ma femme. Combien d'enfants? Avec nos 4 enfants. Où est-ce que le docteur Pierre a rencontré sa femme pour la première fois et qu'est-ce qui l'a attiré vers elle? Alors, nous étions tous... Elle était... moi, j'étais un étudiant à l'ENSA et elle était une élève. Et on s'est rencontrés au marché de Mélène. Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a attiré? J'ai trouvé une jeune fille qui parlait le patois, mon patois, et puis je lui ai parlé. Et quel est votre patois? Comme je parle, je croyais que par ma prononciation, vous avez deviné que je suis un Bassa. D'accord. Allons-y. À votre avis, lorsque vous regardez autour de vous, vous voyez d'autres femmes, quelle est la plus belle femme du monde, à votre avis? Ça, là, c'est très difficile à dire. Hein. À la télé ou bien les femmes que je rencontre. Parce que moi... Que ce soit à la télé, que ce soit celle que vous rencontrez un peu de partout, quelle est la plus belle femme? En parlant même aussi des stars, par exemple. Ma femme, elle est la plus belle. La femme, je crois qu'elle me regarde. Alors, et qu'est-ce qu'elle a de différent que les autres n'ont pas? Ah, là, vraiment, je voudrais être sincère, c'est une femme pragmatique. Si je suis là où je suis, parce que ce n'est pas seulement la politique, hein. Au niveau de l'église, je suis un ancien d'église. On a fait pas mal de choses. Pas mal de choses, vraiment. Voilà. C'est un grand merci à ma femme. Je serai pas là si elle n'était pas. Sinon, à quel âge est-ce que vous l'avez rencontrée? Alors, on a une différence de 5 ans.
Elle avait 21 ans et j'avais 26. Alors, là, on sortira bien sûr par cette question. Quel est le plat préféré de Dr Pierre? Le plat préféré, ça va vous étonner, mais c'est le bam sans sel. Alors, les hommes, c'est que vous appelez le bam sans... Dans mon patois, c'est le bam. On fait ça chez les Bétés, chez les Bassas. Voilà, merci d'avoir répondu à nos questions. C'était justement la rubrique Jardin secret. Alors, Pierre-Carole, je vais devoir te laisser en compagnie de ton riche panel. On se donne certainement rendez-vous mercredi prochain par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, merci Rochelle d'avoir bien entendu été avec nous. On se retrouve, comme vous l'avez dit, mercredi prochain. Voilà, sans transition, nous allons simplement mettre la clé sous le paillasson parce que l'émission est pratiquement terminée. Alors nous disons donc merci au docteur Aristide Bitouga. Il est bien sûr un homme politique et membre du directoire du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Parti bien sûr qui a investi M. Kabalebi. Merci d'être venu. C'est un énorme plaisir d'avoir pris part aux côtés des aînés que sont le docteur Baleguel et le cher Aimé Arimis à cette émission qui, je pense, a satisfait les attentes de nos nombreux téléspectateurs. J'espère qu'ils ont appris de la situation de l'UPC et des challenges qui sont ceux de l'UPC pour les échéances électorales à venir qui arrivent. Donc, merci également à M. Pon Aremis. Il est le secrétaire général de l'ADD, parti bien entendu, qui a présenté son candidat, M. Gaga Amanadi, à la dernière présidentielle. Merci d'être venu encore. C'est moi qui vous remercie, Pierre-Carole, pour m'avoir associé à cet échange. J'espère avoir contribué à mieux faire connaître M. Baleguel auprès de ceux qui le suivent. J'espère également n'avoir pas été très méchant à son endroit. J'aurais aimé peut-être l'être davantage, mais bon, il est suffisamment sympa pour qu'on ne le gratine pas comme on aurait aimé. Merci aussi à notre consultant habituel. Lui, c'est le docteur René Iatio. Il est universitaire, spécialiste des questions d'économie et de gouvernance. Merci encore. Merci Pierre-Carole et merci au secrétaire général de l'UPC qui était là et qui nous a donné des informations assez suffisantes sur la vie de l'UPC, le nationalisme que j'aimerais bien voir prendre le corps au Cameroun en termes de création de richesses. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous allons mettre la clé sous le paillasson de manière définitive. Toutefois, nous vous présentons nos excuses de n'avoir pas pu lire tous vos messages, car c'est aussi ça les contraintes du direct, mais nous vous rassurons que nous ferons l'effort de lire davantage pour la prochaine fois. Mais avant, je voudrais dire un merci très particulier à notre invité principal, lui. C'est bien sûr le docteur Pierre Baleguel-Cotte. Il est le secrétaire général élu de l'Union des populations du Cameroun. Merci encore, docteur, d'être venu et nous espérons que vous avoir pour les prochaines fois. Merci, Carlo. Merci parce que j'étais entouré de gens. Et j'ai été beaucoup plus brillant aujourd'hui que d'habitude. D'accord, ça nous rassure encore. Également les téléspectateurs. Merci d'être restés des nôtres, chers téléspectateurs d'Info Télévision, la chaîne de proximité pour le vivre ensemble. Gardez toujours le sourire car ne l'oubliez jamais, l'échec n'est pas fatal, le succès n'est non plus banal, mais ce qui compte le plus, c'est le courage qui, lui, est fondamental et vital, car quiconque craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint. Soit. Au revoir.